Anne Schmidt, Larissa Adrovic, Nelson Neves Diaz, Anna Pereira, Nicolas Chan, Dalila Kamunga. C'est moi. À cette époque, j'avais 12 ans et mon nom a été appelé pour rejoindre les élèves de ma nouvelle classe dans ma nouvelle école. Il s'agissait de ma première année au lycée. Un bouillonnement d'émotions me parcourait alors le corps. Excitation, appréhension et peur. 15 ans plus tard, me voici, et je suis ravie de vous présenter le premier épisode d'Under Pressure, le nouveau podcast qui interroge et thématise les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. D'origine franco-congolaise, je suis née et j'ai grandi au Luxembourg et j'y ai effectué toute ma scolarité. J'en garde de bons souvenirs, la satisfaction de défis relevés et au bout, un parcours plutôt bien réussi. Mais comme le dit le titre du podcast Under Pressure, ce qui nous intéresse ici, ce sont les moments de doute, de stress et d'angoisse. Nous avons sûrement toutes et tous plus ou moins souffert de pression lors de notre scolarité. Cependant, sommes-nous tous logés à la même enseigne ? Qu'en est-il lorsque les enjeux sont différents, dépendamment du contexte familial et socio-économique dans lequel nous vivons ? Et qu'en est-il lorsque nous, ou bien nos parents, sommes nés ailleurs ? Pour nous expliquer ceci, nous accueillons Heidi Martins, doctorante et sociologue, qui a effectué une recherche sur les dynamiques d'appartenance et de désappartenance des Portugais de seconde génération. Bonjour Heidi Martins. Bonjour Dalila. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur le premier épisode d'Under Pressure. Et je vais commencer par une première question assez simple. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Heidi Martins. Je suis sociologue, je suis chercheuse et je travaille au Centre de documentation sur les migrations humaines il y a maintenant 3 ans. Et ici au Luxembourg, je présume que du coup, vous avez appris un petit peu l'histoire des migrations aussi. Il y a effectivement une grande partie de la population immigrée ici qui est d'origine portugaise. Et vous avez basé une de vos recherches justement sur le sentiment d'appartenance et de désappartenance des Portugais de seconde génération. Mm-hmm. Et du coup, ma question, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste cette recherche et les axes principaux ? Pourquoi j'ai décidé de faire cette recherche ? Donc voilà, en fait, j'étais en Belgique, j'étais à Louvain-la-Neuve, je faisais un master et je travaillais quand même avec l'Université du Luxembourg. J'étais ce qu'on appelait external expert dans un projet et je faisais des entretiens. Et donc, lors d'un entretien, on demandait à cette dame, à cette Portugaise qui habite au Luxembourg depuis des années, qui arrive à sa retraite, on lui posait la question, est-ce que vous avez été victime de racisme au cours de votre vie ici au Luxembourg ? Et la dame, Gloria, nous répond, elle commence à rire et elle dit non, mais pas du tout, mais jamais, j'ai toujours été bien accueillie, jamais. Et elle se tourne vers sa fille, donc seconde génération, qui est assise à ses côtés, et elle lui dit, et toi ma fille, est-ce que tu as été victime de racisme ? Et la fille aussi, elle éclate de rire, elle fait, mais maman, mais bien sûr que nous avons été victimes de racisme, bien sûr que nous, toi tu avais ta place, toi tu étais femme de ménage au Luxembourg, nous, on n'a plus de place, on ne connaît plus notre place, donc oui. Et ça m'a frappée parce que ce projet n'avait rien à voir. En fait, on voulait juste étudier les réseaux de support social des personnes âgées. Donc, ça n'avait rien à voir. Moi, je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Elle parle au pluriel. Elle dit nous n'avons pas de place. Elle parle de place. Et c'est là où je me suis dit, je voudrais comprendre tout d'abord quel est le quotidien, quelles sont les pratiques transnationales de ces enfants d'immigrés, comment ils grandissent, comment ils vivent. Et au fur et à mesure, le sujet a un peu tourné et c'est parti vers le sentiment d'appartenance, de comprendre donc la place, quelle place on occupe et comment les sentiments d'appartenance évoluent au cours du parcours de vie. L'école, je la présente comme un des espaces-temps, un des contextes de vie, un des contextes d'expérience de ces secondes générations. Il y en a plusieurs parce qu'en fait, en voulant comprendre leur quotidien, j'ai commencé par un peu donner de l'ordre dans ce que j'écoutais. Parce que quand on fait des entretiens avec beaucoup de personnes et on fait de l'analyse de données qualitative, on doit d'abord mettre un peu d'ordre. Donc, et je me rends compte, j'ai un peu organisé tout ça en espace d'expérience. Tout d'abord, je présente le chez-soi. Puis après, il y a l'école.
Et en fait, ce n'est pas que l'école, c'est l'école, les loisirs et le travail, ou ce que j'appelle un peu les trajectoires d'incorporation, et j'expliquerai ça plus tard, et finalement les voyages. Donc ça, ce sont les 3 grosses boîtes avec lesquelles j'organise un peu l'expérience. Et c'est sur le parcours de vie. Donc un individu, on peut pas juste le considérer isolément, juste le présent. C'est un aboutissement du passé, du présent, des visions, des perspectives de futur. Donc il y a cette notion de parcours de vie qui est très importante. Et donc l'école, un des moments clés lors desquels les sentiments d'appartenance envers ce pays d'origine sont bousculés, un des moments clés, c'est l'adolescence, forcément, l'école. Et c'est pour ça que je donne beaucoup d'importance à cette partie-là du parcours de vie. Mais peut-être qu'on doit revenir un peu en arrière pour un peu expliquer les différents contenus de ma recherche, parce que ça se départage. Donc il y a ces contextes d'expérience. Et après avoir organisé comme ça ce contenu, je me rends compte qu'il y a des moments de tension. Et il y a des sources de tension. Et j'ai identifié ces sources de tension comme étant les stéréotypes dont ces secondes générations se sentent visées, ces stéréotypes, non seulement au Luxembourg, mais aussi ailleurs, notamment au Portugal, pour ce cas-ci particulier. Et puis il y a la mobilité sociale, qui est une forte source de tension. Donc la question centrale, quand on parle de seconde génération, donc de descendants d'immigrés, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils ont de... Pourquoi c'est une catégorie que l'on insiste à étudier? Comment la définit-on? Dans les statistiques, ça a l'air très très simple. On voit apparaître sans cesse deuxième génération. Voilà, il y a les statistiques qui nous disent X pourcentage de ci et de ça. Mais pourquoi? Ils sont une raison qu'on ressent ce besoin de comprendre pourquoi le fait d'avoir des parents venus d'ailleurs est problématique ou pose question. Et c'est pour ça que je parle de pays d'origine entre guillemets. Donc ces secondes générations sont enfants de parents qui viennent d'un pays d'origine, nous disons, nous nommons ça comme ça entre parenthèses. Mais ce pays d'origine, c'est le pays d'origine des parents, si eux sont nés et grandis ici. Donc tout ça, il faudrait définir tous ces concepts. Et donc je commence par poser la question de me rendre compte de quand est-ce que les sentiments d'appartenance envers ce pays d'origine sont bousculés et il y a ces moments de tension. Et l'école, elle est fondamentale parce que l'école, elle est en lien direct avec la mobilité sociale ascendante, qui est non seulement désirée, mais elle est aussi surtout redoutée par ses enfants. Parce que l'école est un milieu de monter l'échelle sociale, disons, théoriquement. Et pour ces enfants, cela représente tourner le dos à un milieu d'origine. Ils le vivent comme ça. Après, c'est discutable, est-ce que ça l'est ou est-ce que ça ne l'est pas, mais très souvent, la tension advient du fait qu'ils se sentent s'éloigner d'un contexte qui n'est pas celui qui est proposé ou dont ils devinent la suite en parcourant, en faisant cette scolarité. Et ça leur fait peur et ça engendre une série de sentiments ambivalents, de tensions, très difficiles à gérer pour ces descendants d'immigrés et ces enfants. La question que moi je me pose par rapport à ça, est-ce que ce sentiment de tension par rapport à la mobilité ascendante, elle vient aussi du fait que peut-être inconsciemment ou même consciemment, on se rend compte que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Les enjeux ne sont pas tous les mêmes pour tout le monde. Cela dépend de plein de facteurs, des conditions socio-économiques de base, du milieu social, de plein de facteurs. Mais je dirais qu'en plus, parce que c'est la particularité dont on parle ici, c'est qu'il y a un contexte d'origine qui n'est pas toujours le même. Attention, parce que le groupe, quand on parle de toutes ces questions, on ne parle pas d'un groupe homogène.
Chaque cas est un cas, chaque contexte individuel, familial. Ce n'est pas parce qu'on parle d'enfants d'immigrés qu'on parle de milieu social défavorisé. Pas du tout. Donc, parlons plutôt de milieu social défavorisé où ces tensions sont beaucoup plus fortes. Le sentiment de déchirement, j'ai pu l'écouter par rapport aux personnes avec qui j'ai parlé, est beaucoup plus intense lorsque le milieu social d'origine est défavorisé. L'école propose donc d'améliorer cette condition. Donc, l'enfant sent qu'il met en risque en fait une relation qui est la sienne avec un passé, un background migratoire, un arrière-plan migratoire, les parents, mais cela dépend beaucoup des conditions socio-économiques de base, du milieu social. Et aussi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est les tensions qui adviennent aussi des discours au sein de la famille. Il n'est pas rare que les parents disent qu'ils invitent et parfois même forcent, disons comme ça. C'est pas forcé, mais ils poussent l'enfant à étudier, mais dans une logique de tu vas monter l'échelle sociale, tu vas améliorer ta vie, et donc il y a ça qui est proposé. Puis l'école, parfois, ce n'est pas ce qui va se passer finalement. Donc il y a ces aspects, il y a des sentiments positifs qui adviennent de cette notion, et il y a le sentiment négatif que l'enfant vit lui-même très souvent. Une fois arrivé à l'adolescence, c'est aussi le moment où on se découvre, son corps, peut-être sa sexualité aussi, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas par rapport à ce que notre famille nous a inculqué. Et du coup, c'est aussi toute une construction d'identité qui se met en marche. Et donc la confrontation à des stéréotypes, j'aimerais peut-être plus définir ce que c'est, en tout cas si vous pouvez m'aider, à mieux comprendre quelle est cette tension identitaire en fait, que par exemple un élève d'origine portugaise pourrait rencontrer une fois à l'école à un certain moment. Ce qui est intéressant ici, c'est que pendant l'adolescence, on voit apparaître le sentiment de fierté. Et souvent, ce sentiment de fierté, il vient contrebalancer des tensions dues aux stéréotypes dont ces enfants se sentent visés à l'école. Et ce que tu dis est très intéressant parce que l'adolescence, et je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais c'est une phase de la vie où l'enfant cherche, encore une fois, à se construire, à puiser dans ses différents référents d'appartenance et comprendre, moi je suis ça, moi je ne suis pas ça, de se donner du sens dans tout ça. Et quand cet enfant se sent visé de stéréotypes, j'imagine que ça joue un rôle énorme dans ce processus de configuration identitaire. Et très souvent, j'ai entendu qu'il y a une fierté qui se met en place. Donc on choisit, ça veut dire qu'on choisit un des référents et on le présente avec fierté. J'ai entendu des cas où on me disait là j'ai eu marre et je me suis définie comme portugais. Ah oui, c'est comme ça que tu m'appelles, c'est comme ça que tu me catégorises. Donc voilà, alors moi je suis portugais. Et on met ça en avant et très souvent à travers de choses élémentaires comme le football, qui va servir d'élément pour trouver cette fierté. On va chercher. Si c'est pas le foot, c'est autre chose. Mais trouver quelque chose qui puisse offrir cette fierté qui ne vient de nulle part ailleurs et qui vient contrebalancer très souvent des sentiments, ces tensions. Et quand je parle de tensions de manière si générale, c'est pour ne pas aller au détail souvent, de parler de dépression, de parler d'actions graves envers soi-même, de se boycotter, ce qu'on sait comme conséquences physiques et psychologiques de ce que nous, on est en train de débattre ici avec des gros mots, peut-être tension ici et ça, mais on parle de choses bien concrètes. L'enfant a besoin de se donner du sens et de puiser cette fierté quelque part. Est-ce que la pression identitaire, ça peut pas aussi être la tension entre la manière dont moi je me perçois et la manière dont d'autres peuvent me percevoir. Donc, une tension entre la personne que moi je pense être et la personne que d'autres me disent que je suis. Oui, oui, j'ai envie de dire que la tension de base de la notion d'identité, et celle-là exactement, c'est que
L'identité, c'est comment je me vois, comment l'autre me voit, comment je vois l'autre. Donc il y a cet échange qui est la base de la question identitaire. Et le regard que les autres nous envoient, donc il n'est souvent pas, il n'est jamais anodin, il a un impact chez nous. Donc le regard que les autres portent sur nous, est-ce que ça correspond pas à nos attentes? Est-ce que ça correspond ou pas au regard que nous portons sur nous-mêmes? Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose de mieux qui est, est-ce qu'on me voit, on me fait grandir avec le regard qu'on porte sur moi, ou est-ce qu'on me diminue, est-ce qu'il y a une violence qui est exercée à travers ce regard que l'autre porte sur nous? Et c'est là où, et c'est pour ça que c'est très fort l'enjeu des stéréotypes dans la question identitaire, parce que c'est là où tout se joue, c'est le regard que l'autre va porter sur nous, ou nous nous sentons visés par ce regard. Donc, toutes ces tensions sont à la base même de la notion de construction identitaire, je pense. On peut dire que cela a une incidence sur la charge mentale d'un élève. Oui, tout cela peut avoir une incidence sur la charge mentale, mais j'irai plus loin. Elle a des conséquences très, très, très pratiques, très concrètes dans le décrochage scolaire. Je suis convaincue que beaucoup du décrochage scolaire s'explique. C'est surtout pas les capacités de l'enfance. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre de côté très souvent. Et si on allait peut-être comprendre le décrochage scolaire, on pourrait comprendre parfois ces liens entre des questions plutôt psychiques et des questions sociales. En fait, c'est le rôle parfois de circonstances sociales qui devraient être un peu plus prises en compte, peut-être pour comprendre le décrochage en plus de la charge mentale dont tu parles. Si on prend en compte le fait à quelle étape du parcours de vie suis-je? Adolescence, c'est compliqué. L'école, tout ce qu'elle exige, tout ça, c'est compliqué. Donc il y a plein de choses qu'on peut superposer. Si en plus, on va ajouter le fameux arrière-plan migratoire, ils n'ont pas tous le même poids, les arrière-plans migratoires. Et si on veut aller au détail, comment sont-ils? Comment pouvons-nous comprendre ces arrière-plans migratoires? Il y a 3 choses très importantes. Les accents, façon de parler. D'abord, la maîtrise des langues, accent et façon de parler, premier groupe. Deuxième, la nationalité et le nom. Et troisième, l'apparence physique. Parce que si on veut aller au bout de comprendre c'est quoi cet arrière-plan migratoire, d'ailleurs, c'est pas de comprendre, c'est de qu'est-ce qui dénote et connote? Qu'est-ce qui permet que les stéréotypes se construisent, et ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur ces éléments. Et donc, tous les arrière-plans n'ont pas le même poids dans cette charge mentale. Il y en a, et nous le savons, qui sont plus connotés négativement que d'autres. D'autres sont même peut-être connotés positivement. Si tu portes ce nom, si tu as cet accent, si tu as cette apparence physique. D'autres sont connotés négativement, en fonction des contextes, en fonction du pays, de la rue, du quartier. À chaque fois, ça va avoir un poids différent. Ça va déterminer, ça va déterminer souvent les parcours et les détours, j'ai envie de dire. Les personnes avec qui j'ai parlé qui ont senti le besoin de faire des choix, c'est-à-dire pour progresser dans leur parcours non seulement scolaire, mais social, d'interaction, et ont dû faire un choix. Et je trouve que là, il y a vraiment... C'est là où une source de tension énorme, de dire je vais plutôt... L'expression qu'ils utilisent, c'est je mets de côté, j'ai décidé de mettre de côté le français et le portugais. Et je mets en avant le luxembourgeois et l'allemand comme langue. On voit ça, ou en fonction... Parce que les stratégies dont je parle et que j'ai nommées, encore une fois, parce que c'est comme ça que les gens me l'ont présenté, comme portugalisation, déportugalisation, luxembourgisation, déluxembourgisation, comme des exercices presque constants de choisir, mais je vais choisir cette langue, je vais choisir de parler comme ça, avec qui? Intéressant, j'ai parlé avec un garçon qui était, je pense, si je ne me trompe pas, il fréquentait le classique à l'époque, mais il jouait du foot. Et donc, à un moment donné, il me fait il m'explique en fait ça de manière très claire, mais je n'ai pas l'exemple là comme ça dans l'immédiat, mais il me disait qu'au classique, c'est évident pour lui et ses camarades portugais de parler luxembourgeois, donc il parle luxembourgeois naturellement.
Mais quand il va jouer au foot le soir, c'est comme ça qu'il le dit, comme la plupart à l'époque fréquentaient le technique, il y avait une autre manière un autre choix de langue. Et donc, il n'oserait pas, il ne pouvait pas parler avec un portugais en luxembourgeois comme première langue. Donc, il switchait et il parlait portugais. Parce que c'est pas une question, ce n'est pas qu'une question de se faire comprendre et comprendre, etc. C'est les milieux sociaux et des stratégies qui sont adoptées. Ce que je trouve super intéressant, en fait, c'est justement ce concept de stratégie. Et du coup, ma question, c'est... je suppose que les stratégies aussi varient en fonction des générations. Génération dans le sens la période dans laquelle on est né. Et aussi en fonction des attentes. Donc, quand tu me donnes l'exemple de ce jeune homme d'origine portugaise qui dit « quand j'étais en classique », je parlais avec d'autres élèves d'origine portugaise en luxembourgeois. Parce qu'on a cette attente, là c'est moi qui résume, hein, mais on a cette attente de... ici on est dans un milieu, on va dire, plus élevé. Il faut montrer qu'on sait, qu'on maîtrise le luxembourgeois. Quand on joue au foot, je suppose là on est dans un autre contexte et il y a d'autres attentes et il faut montrer que quand même on fait partie du groupe. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est une question énorme. Oui, je sais, pardon. Non, je saurais même pas par où commencer. Mais c'est très intéressant. Il y a cette question d'attente et de barrière, d'attente. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot-clé. Est-ce que si je change mon nom, et je le mets dans mon CV, est-ce que ça va pas me permettre d'accéder au poste X ou Y parce que j'ai modifié mon nom, donc en tant que clé, ou est-ce que si maintenant je m'adresse à la fonction publique, donc je vais à un guichet à la commune, je ne sais pas, est-ce que si je parle luxembourgeois comme premier choix, est-ce que je ne prends pas le risque d'être reçue d'une manière plus agréable que si je parle portugais ou français plutôt. En fait, je voulais comprendre comment on peut... qu'est-ce que ça veut dire appartenance ? Comment on peut travailler ce sujet appartenance ? Et je me suis rendu compte que les entretiens tournaient beaucoup autour de la question de bien-être, mal-être. Je me suis dit, ok, bien-être, mal-être. Alors finalement, quand les gens me parlent de sensation d'appartenance, c'est quelque chose qui normalement se passe très vite, sur l'instant, et ça engendre du bien-être. Les portes de l'avion s'ouvrent, je respire l'air du Portugal et je me sens super bien, je sens que j'appartiens à cet endroit, j'ai mes racines. Et là, je suis en train de citer un de mes participants. Je sens que mes jambes sont des racines qui ont retrouvé leur sol. Donc, c'est quelque chose de très physique et ça engendre un bien-être, la sensation d'appartenir. Puis, je parle des sentiments d'appartenance. Là, les sentiments, ce que je veux mettre en exergue, c'est l'aspect situationnel et des relations. On est dans le quotidien, on est dans la relation avec ce qui nous entoure. Et là, je parle des sentiments, des tensions, des clés. On est dans tout cet aspect-là. Puis finalement, je parle des stratégies d'appartenance. Et là, je veux faire le focus sur la question identitaire. Je veux regarder la big picture. Je veux essayer de comprendre comment nous configurons et reconfigurons sans cesse notre identité. Déjà, on emploie souvent le terme identité au singulier et ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, à la limite, on pourrait parler d'identité au pluriel, mais moi, ce que je dis toujours, c'est que je voudrais ne parler que de processus de reconfiguration identitaire, quelque chose toujours en marche. Et c'est dans cet aspect-là que je parle de stratégie, c'est que parce que il faut mettre l'accent aussi sur le pouvoir d'action de l'individu, de la personne. On ne fait pas que subir. On n'est pas. Il y a l'aspect psychologique, il y a le contexte social, l'héritage social, si on veut, mais il y a aussi la capacité de l'individu d'écrire sa propre histoire, ce qu'on appelle agency ou agentivité. Et quand je parle de stratégie, c'est pour mettre l'accent là-dessus, sur cet aspect de qu'est-ce que je choisis de faire, comment je me raconte. Remettant le focus dans un contexte scolaire. En gros, en essayant de simplifier, c'est une histoire de trouver son équilibre, en fait, entre milieu social, identité,
les langues, la section dans laquelle on est assigné au lycée, etc. Tout est une histoire d'équilibre. En fait, déjà, pourquoi j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, je m'identifie avec ces résultats » et ils ne sont pas portugais du tout. Ça ne me surprend pas parce que c'est une recherche qualitative et ce qu'on fait, c'est de construire un modèle explicatif qui explique ou qui essaye d'expliquer un processus social, un phénomène, une dynamique. Donc, c'est un modèle explicatif. Donc, s'il finit par aboutir à ça, c'est normal qu'il explique quelque chose et que ça dépasse largement, par exemple, parce qu'une statistique sur les Portugais, bien sûr, tu dis X% machin 1, c'est pas ça. Le quantitatif ne vise pas la même chose que le qualitatif. Donc, d'une part, il y a ça, et de l'autre, je voulais, donc en essayant cet exercice, je ne voulais pas aboutir à une typologie. Parce que quand tu veux expliquer le phénomène d'appartenance, normalement, il y a une typologie. Et les gens, ils viennent vers moi, ils me disent « Ah, mais c'est quoi la conclusion de ta thèse ? Les Portugais, ils se sentent appartenir plus au Portugal ou plus au Luxembourg ?» Je dis « Non, mais moi, je réponds pas à cette question. Pas du tout. » Donc, je voulais éviter une typologie. Mais finalement, je l'ai construite, la typologie. Parce qu'en recherche, on passe par là aussi. Et ma typologie est la suivante. Quant au sentiment d'appartenance. Se sentir étranger ici et étranger là-bas. La double appartenance ou désappartenance. Revendiquer une appartenance. Appartenir ailleurs. Et la dernière, à la recherche de ma place. En fait, ça n'avait pas de sens de dire, il y a 3 typologies. Il y a les Portugais qui se sentent n'appartenir ni ici ni là-bas. Et il y a que ceux qui se sentent appartenir. Ça n'a pas de sens. Ce pourquoi cette idée de typologie, finalement, qui termine avec à la recherche de ma place. Et la conclusion aussi, je l'ai appelée entre une quête perpétuelle et un équilibre provisoire. Et c'est ça qui est drôle, parce que tu me parles d'équilibre, et finalement, elle est là la question, c'est qu'il y a une espèce on est toujours dans le domaine du processus, donc toujours entre cette quête perpétuelle, quelque part, toujours à la recherche, mais équilibre provisoire, parce qu'il faut vivre, il faut se donner du sens, il faut une certaine cohérence, il faut à chaque fois... et donc, il y a cet équilibre. Et c'est toujours une question de balance. Et entre, pour donner un exemple précis, entre se sentir visé d'un stéréotype et d'aller chercher une source pour contrebalancer, donc de construire un sentiment de fierté envers quelque chose qui va pouvoir... Donc, il y a toujours cet exercice de chercher un équilibre. Et cet équilibre, pour moi, il vise le bien-être. Et on est encore une fois dans cette question, surtout à l'école, surtout pour les enfants, dans une question de mal-être, bien-être. L'équilibre, cet équilibre provisoire, engendre du bien-être dans nos vies. Dans la vie de l'enfant, mais dans la vie de l'être humain. Tandis que ne pas trouver sa place, ne pas pouvoir équilibrer les choses, ça engendre un mal-être psychique, physique. Encore une fois, pour moi, tout ça se trouve à la base souvent du décrochage scolaire. Et il ne s'agit pas de regarder l'enfant en tant que, voilà, les notes, essayer de comprendre. Il faudrait pouvoir trouver un terrain, un espace, des outils pour que l'enfant puisse... en tout cas, que ce soit discuté un peu, pas de rendre les choses plus faciles, mais exactement de faire cet exercice, d'expliquer le difficile et de le rendre... de le transformer en outil. Je ne sais pas du tout comment on pourrait faire quelque chose de semblable, mais que ces modèles de compréhension puissent être instrumentalisés, être utilisés comme outil de travail, être posés sur la table, permettre aux enseignants, aux enfants, aux agents qui sont impliqués, au voisinage, aux associations locales, de vraiment de travailler ces questions. Vu que vous parlez d'outils, lors de la conférence des élèves issus de l'immigration entre attente et résilience, vous avez mentionné le besoin de, et là je vous cite, développer des outils de déconstruction de préjugés conscients et inconscients. Fin de la citation, dans le cadre scolaire. Qu'entendez-vous par là, exactement ? Je pense que beaucoup est fait en ce moment, notamment par vous, Ikaël. Mais pour moi, tout en vue de permettre à l'enfant de communiquer.
Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par communiquer? C'est là la grosse question. C'est pas de le forcer à employer des mots, pas du tout, mais de trouver un moyen pour... ça peut être à travers l'art, à travers un sport, à travers le dessin, à travers le crochet, à travers en fait, permettre à l'enfant de communiquer ce qu'il ressent. Parce que probablement, il est vraiment fort probable très souvent, il n'a pas encore les mots pour pouvoir s'exprimer. Donc, la seule chose qu'il peut peut-être communiquer, c'est son ressenti. Et parfois, on communique notre ressenti pas à travers des mots. Donc, je ne sais pas, travailler des outils de ce genre-là. Maintenant, dans un contexte scolaire où on parle de migration, quand on est enfant d'immigrés et qu'on on veut, disons, voir qu'on est dans une section classique et où il faut prouver qu'on a sa place. Et j'aimerais, en fait, est-ce que c'est possible que vous développiez cette notion de résilience dans un cadre scolaire? Donc la notion de résilience, peut-être que le mot n'est pas adapté parce que ça engendre toujours beaucoup de discussions, ce mot résilience, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Mais ce dont moi je veux parler, c'est et là je vais citer encore une fois et toujours, je lui dois ça parce qu'elle a vraiment mis les mots justes sur les mots. Donc Melissa Borges qui explique ça en disant que l'enfant doit faire un double effort et subir une double peine. Et donc c'est dans tout ce qu'on vient de dire, donc dans gérer très souvent le fait que quand c'est le cas, que l'enfant est né et grandi ici, qu'il parle toutes les langues, qu'il a des bonnes évaluations et il se retrouve très souvent sans pouvoir finalement faire le parcours scolaire qu'il souhaite faire parce qu'il est orienté autrement, parce que quelqu'un décide pour lui sans que lui ou elle ne puisse comprendre, sans que les parents ne puissent comprendre. Et donc il y a des parcours qui sont tracés et donc qui demandent très souvent à l'enfant de faire le double d'effort, c'est-à-dire de se montrer résistant à tout cela et très souvent de subir et de dire non, je vais réussir malgré toutes les attentes de tout le monde, malgré les attentes du système, malgré l'orientation. Moi, je veux faire ça et je vais tracer mon chemin. Et c'est là où souvent on voit apparaître le rôle, on voit apparaître une tierce personne, ce que j'ai appelé une tierce personne qui joue un rôle fondamental. Et je l'ai entendu tellement souvent. Et moi, je me dis que ce serait une bonne question à poser au système scolaire luxembourgeois de manière générale, c'est pourquoi des tierces personnes continuent à jouer un rôle fondamental dans le parcours des élèves. Ça, c'est la question globale. Après, il faudrait expliquer, bien sûr, qu'est-ce que j'entends par tierce personne, avoir des exemples concrets, parler avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui me disent non, mais moi, j'avais mon chemin tracé, puis il y a un professeur qui est venu qui m'a aidé, ou sinon c'est une autre figure, mais voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un élève ou une élève souffrant de pression? Pression dans le sens large, en fait, comme on vient d'en discuter, c'est-à-dire compliqué, mais pression scolaire qui peut être influencée par les pressions identitaires et la pression du milieu social. C'est de trouver un moyen d'expression. Je ne sais pas, quand je pense à moi, parce que l'autre jour, tu me posais comme question, mais comment tu as surmonté tout ça? Et moi, j'ai répondu avec une dépression. Parce que, j'ai beaucoup entendu des cas similaires où, n'ayant pas d'outils verbaux, entre autres, pour communiquer, souvent l'enfant, et on le sait, c'est le corps qui va se manifester. Donc, et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Après, ça somatise et l'enfant, on peut voir de par des maladies ou d'autres situations physiques qui sont visibles, l'enfant ne va pas bien. Mais il ne peut pas communiquer, il n'arrive pas, il n'a pas les outils. Et en fait, ces outils dont je parle, c'est un peu dans cette idée-là de favoriser auprès des jeunes la lisibilité du monde. C'est ça que je voulais dire. C'est non seulement de s'exprimer eux-mêmes, mais aussi qu'ils comprennent ce qui les entoure, qu'ils comprennent le monde, de leur donner des outils de lisibilité.
tu peux pas vouloir que quelqu'un écrive si d'abord tout va ensemble. Il faut qu'il apprenne l'alphabet, qu'il apprenne à lire et écrire. Donc il faut d'abord lui donner les éléments pour qu'il puisse lire le monde. Qu'est-ce l'école? Qu'est-ce le milieu social d'origine? Pourquoi il y a des différences entre toi et tes collègues? Pourquoi il y a des langues différentes? Je ne sais pas, tout plein d'informations pour que l'enfant puisse communiquer. Donc moi j'ai envie de dire, exprime-toi, trouve les moyens, peu importe. Peut-être ça peut ne pas être les plus conventionnels et même et ça peut être parfois même assez problématique pour l'adulte, mais du moment que l'enfant trouve un moyen de s'exprimer, je trouve que c'est toujours mieux que que ça prenne après une autre tournure et que ça devienne corporel, physique, parce qu'il va communiquer malgré lui. Ça va exploser. Donc exprime-toi. Pour conclure, je m'adresse à toutes celles et ceux étant sous pression actuellement. Soyez indulgents envers vous-même. Donnez ce que vous pouvez et laissez faire le reste. Si jamais des portes se ferment ou que vous vivez des moments d'échec, sachez qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'atteindre son objectif. Les détours de chemin nous permettent d'en apprendre plus sur nous-mêmes et c'est là que l'on voit d'autres opportunités s'offrir à nous. Merci d'avoir écouté Under Pressure. Les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode peuvent être consultées dans la barre de description. Lors du prochain épisode, nous aurons l'occasion d'entendre les témoignages de plusieurs luxembourgeois en ce qui concerne la pratique des langues au Luxembourg et les différents parcours de vie qui en découlent. Dans l'attente, n'oubliez pas de suivre le projet Cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. À la prochaine!